Tout d'abord, merci pour cette invitation. J'ai écouté les deux intervenants avec beaucoup d'attention, puisqu'on est évidemment sur des terrains qui sont assez proches et des choses, heureusement, je ne connaissais pas et puis qui m'ont donné des envies d'ailleurs encore. Donc, effectivement, par rapport au thème sur lequel je peux intervenir, je m'aperçois aussi que on est en train de parler des imaginaires des autres, mais il faut parler de nos imaginaires. La première intervenante parlait d'un imaginaire construit à partir de Paul-Émile Victor. Moi aussi, si je regarde assez loin, je pense que le mien, c'était issu peut-être d'un livre de Don C. Talayezva, que vous avez peut-être lu, Mémoire d'un soleil Hopi, en fait, Mémoire d'un chef indien. Il était paru dans l'excellente collection Terre humaine chez Plon. Et je crois que c'est l'un des livres les plus, en tout cas que j'ai lu très jeune, qui parlait à la première personne, qui nous donnait un imaginaire, qui nous invitait en tout cas à nous emparer, celui donc d'un Indien Hopi. Et je pense que s'il faut regarder en arrière, c'est peut-être à ce moment-là que j'ai dû construire, moi, mon imaginaire sur le monde amérindien, le monde autochtone. Ça, c'était pour parler de ça, puisqu'on est effectivement, je pense, à la croisée d'imaginaire, et c'est ce que donne à voir un petit peu ce que je vais essayer de faire avec cette intervention. D'ailleurs, on était en train d'évoquer là le Katajak. Effectivement, moi aussi, j'irai du côté des Inuits, parce que dans la maison d'édition que je dirige, on a présenté 2 livres qui ont un caractère assez unique en leur genre, l'un étant le premier écrit, l'autre étant le premier publié de la littérature autochtone au Canada. Et c'est une petite maison d'édition, Des Paysages, qui est dans le sud de la France, qui était auparavant dans les Pays de la Loire. On est parti au pied des Pyrénées, et c'est nous, en fait, qui le proposons. Des Paysages, si je peux juste en dire un mot, est effectivement une maison d'édition qui est née en 2019 pour nos premiers textes, qui se spécialise à travers un catalogue qui a 3 collections, d'abord vers l'anthropologie, mais avec l'idée de la vulgariser en tant que connaissance. Il existe des très bonnes maisons d'édition, des presses universitaires qui font d'ores et déjà de la littérature purement universitaire pour universitaires, et nous on s'est dit qu'il y avait des choses à faire pour que l'anthropologie soit davantage connue, que c'était une discipline qui nous permettait d'affronter en fait la complexité du réel, peut-être d'une autre manière que celle qu'on connaît davantage, comme l'histoire, la géographie ou la sociologie. Et c'était cette idée d'un peu la vulgariser, cette discipline-là, donc à travers des essais qui sont, en tout cas, dont on fait très attention à la langue pour qu'elle soit dépourvue de verbiage. Certes, elle est référencée, on fait attention évidemment qu'il soit solide, mais on veut vraiment que l'anthropologue qui nous livre son texte puisse entrer un peu en dialogue avec ses lecteurs et ses lectrices. Donc ça, c'est voilà 2 de nos collections sur des essais. Mais celle qui nous fait le plus connaître à travers, c'est-à-dire l'Europe francophone désormais, c'est effectivement la collection Talisman, dont vous avez pris un texte sur Natacha Canapé-Fontaine, Noëlla Kwan. Alors, je rectifie juste, mais on en reparlera tout à l'heure, c'est ça qui est intéressant. Elle est une Innu, et pas une Inuit, une Innu donc de Pessamit, qui est dans Côte-Nord du Québec. Mais cette confusion est fréquente, et justement, on pourra dire aussi pourquoi et à quoi ça renvoie comme réalité. Parmi les textes, on a fait aujourd'hui, je pense, un peu plus d'une vingtaine de textes dans cette collection, qui a été lancé un peu tambour battant par un texte qui est maintenant assez connu, Coucoum de Michel Jean, dont je reparlerai aussi brièvement tout à l'heure. Et depuis, nous avons exploré les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Et effectivement, plus que les essais, c'est par cette littérature-là qu'on connaît le mieux des paysages en France et que je suis amené, moi, à intervenir, parce que malheureusement, mes auteurs et mes autrices sont assez loin. C'est pas facile de faire des rencontres en librairie. Et on a la chance parfois de les avoir. Récemment, justement, on avait Natacha qui était là l'an dernier, au mois de mars 2024, pour une tournée en France. Virginia, qui n'est pas au bord de l'eau, dont on reparlera tout à l'heure, qui était là à l'automne. Et avec peut-être un peu de chance, nous aurons Thompson Highway en septembre 2025, s'il peut encore se déplacer en France. Là aussi, un auteur dont je reparlerai. Donc, si elle et ils ne peuvent pas venir, je me substitue à elle et eux, et j'essaye toujours de parler de leurs textes, parce que justement ces imaginaires qui nous nourrissent nous, moi je souhaitais que les lecteurs et les lectrices puissent y accéder directement, sans pratiquement aucune médiation. Bien sûr, il y en a une minimale, à savoir la mise en page parfois d'un texte, le travail éventuellement éditorial, ou au minimum le travail esthétique, mais l'idée c'était de pouvoir avoir accès à ces textes en direct, et donc d'avoir accès
à des représentations qui nous viennent directement des autochtones, que pendant très très longtemps, on a cherché à invisibiliser, qu'on continue d'ailleurs à faire. Chez Des Paysages, nous sommes plutôt, nous, concentrés sur le Canada. Pour des raisons personnelles, j'y ai vécu, j'ai fait moi aussi mes études, doctorat à l'Université Laval à Québec, puis post-doctorat, j'y ai enseigné avant de revenir en France, et c'est là-bas que j'ai découvert cette réalité-là, en dehors des livres dont je vous parlais tout à l'heure, de Don Talayezva ou d'autres que j'ai lus ensuite, mais la réalité sur ce terrain, c'était au Canada, et notamment au Québec et dans le nord du Québec. Donc, l'idée de cette littérature nous est venue aussi par des goûts personnels. Lorsque nous étions justement au Québec, on avait assisté à la sortie à l'époque de Kwesipan, de Naomi Fontaine, et la découverte de ce texte nous avait beaucoup marqué. On s'était dit, si un jour on faisait quelque chose en matière éditoriale, ce serait peut-être pour faire mieux connaître cette littérature qui nous apparaissait déjà assez minoritaire au Canada, au Québec, et évidemment beaucoup plus en France. Il y avait quand même quelques petits pionniers, enfin quelques petits, m'excuseront, je veux dire quelques textes pionniers. C'était ceux de Mémoire d'Encrier, notamment, qui est une maison d'édition montréalaise, mais qui diffusait en France des textes, dont notamment ceux de Joséphine Bacon, une poétesse Innu, elle aussi, que connaît très bien Natacha, c'est un petit monde, dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'elle était l'invitée des derniers, justement, Étonnants Voyageurs. Je pense également aux éditions Bruno Doucet, qui avait fait un recueil de textes de Rita Meste-Cochot. Donc c'était quelque part des textes qui nous venaient, mais de façon assez dispersée, éparpillée. Et Des Paysages s'est proposé à travers une collection justement d'avoir une collection unifiée de textes provenant uniquement des mondes autochtones du Canada. Et c'est comme ça qu'est née la collection, avec le premier texte, un premier recueil de textes qui s'appelait Amoun, qui était un florilège, un recueil de nouvelles qui, comme tous les recueils de nouvelles en France, ne connaît pas toujours un grand succès. C'est un genre qu'on dit peut-être peu aimé par des lecteurs et des lectrices, mais là, ce qui nous intéressait, c'est qu'il offrait 10 à 12 textes, donc un paysage de la littérature autochtone contemporaine. Toutes auteurs et autrices qu'on a retrouvées ensuite, justement, dans nos textes à nous. C'est-à-dire que on a découvert ces textes-là et pour la plupart, on a voulu aller plus loin, leur demandant éventuellement d'aller eux aussi sur des romans, des fictions un peu plus longues. Certains avaient déjà des textes et c'est comme ça qu'ils en sont venus à nourrir cette collection-là. Donc, ils s'intéressent en priorité à la littérature autochtone francophone, mais pour différentes raisons, dont on pourra reparler à l'occasion, nous sommes aussi tournés vers la littérature autochtone anglophone. Donc voilà un petit peu pour situer les choses sur la maison d'édition Des Paysages. Mais c'est vrai que lorsque j'ai vu en fait le thème de ces carrefours de la pensée, et évidemment l'Arctique, l'Antarctique, les imaginaires du Nord, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à dire rapidement, sans non plus être un spécialiste, parce que je viens de l'histoire et de l'anthropologie. Et effectivement, la littérature est un secteur de connaissances très précis, défendu brillamment par de nombreux chercheurs et nombreuses chercheuses. Mais j'ai un petit peu une position singulière parce qu'effectivement, moi aussi, je viens d'université, seulement je suis allé sur un autre champ. Et je pense qu'on peut quand même dire deux, trois choses sur ces imaginaires du Nord en les mêlant un petit peu à l'histoire, à l'anthropologie. Je vais, pense, faire quelque chose... en tout cas, j'ai souhaité le faire assez simple d'accès parce que je parle de textes que vous n'avez pas forcément en main, évidemment de textes que nous avons édités, que j'espère vous pourrez vous procurer, soit là dans le cadre des Carrefours de la Pensée ou en allant dans les librairies, parce que nous sommes bien sûr diffusés dans toutes les librairies indépendantes de France, de Belgique, de Suisse et du Luxembourg. Et notamment, justement, au Mans, on sait qu'on était très très bien représentés, donc vous pourrez vous les procurer facilement et sinon entrer en contact avec nous sur le site web des éditions Des Paysages. Donc lorsqu'on évoque le Nord, c'est vrai qu'il nous vient souvent à l'esprit des images de vastes étendues glacées, de terres lointaines, sauvages, parfois inhospitalières. Alors c'est vrai que d'un point de vue historique et géographique, ces représentations qui sont occidentales du Nord sont assez simplifiées, je dirais même parfois simplistes. Elles évoquent souvent un espace périphérique, un territoire d'exploration, de découverte scientifique. On peut penser au récit d'Amundsen, on peut penser à ceux de Paul-Émile Victor ou de Jean Mallory, bien sûr. Un territoire également d'exploitation, ont confirmé les récentes déclarations évidemment de Trump. Donc c'est une vision construite, là aussi largement en Occident. Mais pourtant, derrière ces images assez convenues, se cache une réalité qui, à mon avis, est beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche, et surtout lorsqu'elle est appréhendée d'un point de vue anthropologique et, par exemple, aussi par le biais de la littérature.
Le Nord, effectivement, pour les peuples autochtones du Canada, c'est avant tout un territoire vivant, profondément habité et façonné par des générations de récits oraux, de traditions, de liens intimes avec l'environnement naturel. Donc c'est un petit peu de ça dont il va être question aujourd'hui. Alors normalement, il faut quand même qu'on définisse évidemment les termes d'un sujet. Le Nord, ça va être au cœur de l'intervention, donc on va le faire au fur et à mesure. Mais en revanche, je parle de l'imaginaire et c'est important ici de dire que je le conçois justement du point de vue de l'anthropologie. Ici, il est emprunté, le terme imaginaire, à Maurice Godelier, qui est l'un des pères de l'anthropologie en France, bien sûr, et qui nous aide à mieux saisir cette complexité. Selon lui, l'imaginaire est un ensemble de représentations symboliques, de récits, de mythes, qui donnent du sens à notre monde. Il ne s'agit pas seulement de ce que l'on voit, mais aussi de ce que l'on ressent, de ce qu'on l'imagine, de ce qu'on transmet de génération en génération. Et en cela, je pense que l'imaginaire agit profondément sur la manière dont une société se perçoit, se raconte et agit forcément sur son environnement. Alors on parle aussi dans ce sujet de littérature autochtone du Canada, ce qui m'amène à préciser 2-3 choses. D'abord, cette littérature me semble être un accès privilégié à ces imaginaires divers, très puissants. Autochtone, il faut en parler. J'ai pas entendu qu'on l'a fait précédemment, mais évidemment, je suis pas là physiquement. Il y a eu quelques sautes aussi au niveau du son. J'avais pas toujours le son, mais en tous les cas, l'adjectif autochtone pour le Canada désigne 3 groupes de population. Le premier, ce sont les Premières Nations, ce que vous connaissez aussi souvent sous le terme amérindien et amérindienne. Donc là encore, je vais juste en dire 2-3 mots. Donc les Premières Nations, ensuite les Inuits, ce sont les anciens Esquimaux, un terme qui est conservé dans le domaine de l'archéologie notamment, et les Métis. Donc Premières Nations, Inuits et Métis. Ce sont donc les 3 groupes autochtones du Canada qui forment environ 5% de la population totale. Alors selon les estimations, parce que là aussi il y a le fait de se déclarer autochtone, ça représente environ 2 millions de personnes au Canada. Ce mot autochtone pose problème, fait question. On en a longuement parlé au mois de mars l'an dernier, il y a un an, dans un festival à Nantes qui s'appelait Paroles autochtones, justement, et qui essayait de mêler un petit peu la recherche universitaire, l'art, la littérature, et sans renvoyer, bien sûr, à son origine grecque, autochtonia, qui signifie tout simplement être né de la terre. Il se trouve que c'est le mot qu'ont choisi les autochtones du monde entier pour se désigner via l'ONU. Donc c'est un mot qu'on peut utiliser, même s'il recouvre des réalités tout à fait différentes. Le mot amérindien, en ce moment, au Québec surtout, est considéré comme péjoratif. Donc après, effectivement, en France, il désigne des choses pour nous qui sont plutôt simples du point de vue du vocabulaire. Les Indiens d'Amérique, Amérindiens, Amérindiens du Nord, Amérindiens du Sud. Mais il faut juste savoir que si vous discutez avec un autochtone du Québec, ce terme peut être mal considéré. La meilleure manière, puisqu'on me le demande souvent, c'est de dire alors qu'est-ce qu'on fait, parce que c'est compliqué de dire Première Nation. En fait, il faut tout simplement utiliser la désignation que eux-mêmes utilisent en général. Natacha, elle se dit Innu de Pessamit. Eh ben, on dira que Natacha est une Innu de Pessamit et on cherchera pas à la catégoriser sous le mot Première Nation ou autochtone. Vous voyez, c'est des choses qui, moi, évidemment, m'intéressent au premier chef parce que c'est une discussion que j'ai pratiquement tous les jours avec mes auteurs et mes autrices, mais en même temps, en tant que maison d'édition, je dois aussi chercher à ce que mes textes soient compris, et même si à terme on va pouvoir préciser le vocabulaire, il faut que d'emblée les gens puissent voir sur une table de librairie et un livre qui va tout de suite renvoyer un imaginaire, et amérindien, ça parle aux Français, aux Françaises. Mais effectivement, voilà, c'est un mot, sachez-le, qui pose éventuellement problème. Alors les Inuits, ça fait maintenant quand même, je dirais, 20 à 30 ans qu'il est rentré dans notre langue. On entend quand même moins en France le mot Esquimau, même si celui-ci est conservé dans des univers scientifiques pour différentes raisons, et c'est pas forcément intéressant de rentrer aujourd'hui dans ces raisons-là. Mais effectivement, il désigne une communauté qui est arrivée plus tardivement, en fait, que les Premières Nations sur le grand continent d'Amérique du Nord, appelé d'ailleurs par beaucoup aussi l'île de la Tortue. Enfin, ça s'est étendu en tout cas à toute l'Amérique du Nord, pardon. Mais en tout cas, ils forment un groupe à part du point de vue du peuplement, du point de vue de la génétique et de la culture. Et il y a également ce troisième groupe qui est très méconnu au Canada et donc encore plus en France, qui est le groupe des Métis, de la nation métisse. Et pour faire simple, ce sont les descendants des premières unions entre les femmes
autochtones et les hommes qui généralement étaient canadiens-français. Et comme vous pouvez vous en douter, ces métis, au sens où nous on l'entend, en fait, ont été rejetés tant par le groupe des autochtones que par les groupes des Canadiens français. Et donc, ils ont en fait largement dû subsister entre eux, entre elles, et sont allés en fait, se sont déplacés géographiquement. On les retrouve plutôt dans les plaines canadiennes, dans le nord des plaines canadiennes, et ils forment une culture à part, avec évidemment là encore son imaginaire, son histoire, sa musique, son style vestimentaire. Donc c'est un groupe largement minoritaire, même au sein des communautés autochtones, mais qui nous ont livré quelques récits très intéressants, et notamment on avait publié un texte qui s'appelle Métis Half-Breed de Maria Campbell, qui est un grand classique de littérature autochtone, et qui a paru en 73. Alors, je donne cette date parce que justement, c'est aussi intéressant et très important à dire. Évidemment, il y a une littérature orale qui est très ancienne, mais la littérature écrite, elle est relativement récente, et ça, il faut se le mettre en tête. Nous, on va dire en Occident, je dis nous, mais en Occident, nous avons une littérature, par exemple, je pense au roman, à la forme du roman, qui a pratiquement 2000 ans, si on prend le roman grec. Et là, je vous donne cette date-là. Le premier texte écrit, la première forme de littérature par les Métis, c'est 1973. Si on prend un autre texte, celui de Bernard Assiniwi, qui s'appelle Bras coupés, c'est un autochtone francophone. Il fait paraître son premier roman en 1976. Donc tout ça est extrêmement récent, ce qui veut dire aussi que sur les formes attendues, on est assez loin de ce qu'on connaît nous au niveau des intrigues, au niveau du développement des personnages. Très souvent, dans les premières littératures autochtones, on a des choses qui sont assez simples au niveau de la construction, et on va aussi à l'essentiel. On va pratiquement à l'os. Je pense notamment au récit kamique dont on va reparler. Donc justement, je disais que les autochtones ont donc produit une littérature orale à l'origine, puis écrite, et d'une très très grande richesse. Mais jusqu'à récemment, elle demeure très très largement méconnue. Alors, comme le rappelle Maurizio Gatti, qui est un chercheur, l'un des grands chercheurs francophones sur cette littérature-là, la création littéraire n'est pas une priorité pour beaucoup d'autochtones eux-mêmes et elles-mêmes. Et ils ont tendance à considérer évidemment comme beaucoup plus urgentes et importantes des revendications territoriales et politiques, et bien sûr le développement économique. Et ça, vous en avez entendu parler. Mais il reste que ces textes qui sont d'une très grande diversité, on a des romans, des poèmes, des récits autobiographiques, du théâtre, peuvent se révéler évidemment très efficaces dans la lutte pour la connaissance ou la reconnaissance de leur culture, et évidemment aussi l'affirmation de leurs droits. C'est une littérature en général très engagée, qui donne voix à des gens qui habitent et qui façonnent des territoires depuis des millénaires, et qui dévoilent une pluralité de réalités qui sont invisibles en fait au regard au regard extérieur, au regard des Québécois, au regard des Canadiens, au regard des Occidentaux en général. Et cette littérature peut permettre justement de briser en tout cas d'inverser ce processus d'invisibilisation qui est largement culturel, social et politique. Et je pense que le livre de Michel Jean, justement Coucoum, au Québec, et son succès le démontre amplement. On est aujourd'hui, pour Coucoum, à plus de 300 000 ventes au Québec. Alors, c'est pas moi l'éditeur au Québec, malheureusement, mais en tous les cas, même en France, ça a été nous notre best-seller absolu. Il s'est extrêmement bien vendu, et puis surtout, il nous permet d'être un peu une locomotive pour la collection Talisman, et donc de publier d'autres textes qui connaissent un peu moins de succès. Mais en tout cas, Coucoum a permis effectivement d'aller sur des réalités que les Québécois et les Québécoises ne connaissaient pas, ou en tout cas, pour certains, ne voulaient pas connaître. Et la lecture de ce texte qui parle en fait de son arrière-grand-mère, qui était une femme issue du monde occidental et qui a adhéré au mode de vie nomade qui sont en fait ceux des Inuits de Mashteuiatch. On est au bord du lac Saint-Jean, pour ceux qui ont un petit peu une carte du Québec en tête. Donc c'est une histoire qui met en valeur un personnage féminin extrêmement fort, qui est donc il y a une réalité historique bien sûr, mais qui est ensuite romancée par Michel Maison. En tout cas, ça a permis à beaucoup de connaître ce qui s'était passé d'un point de vue historique, sans la lourdeur d'un essai, évidemment par le pouvoir, par la magie, je dirais presque, de la littérature, et donc de s'emparer de cette histoire. Et on a assisté souvent, très très souvent, y compris dans les salons, dans les multiples salons qu'on a pu faire en France et ailleurs, à de très longues discussions, parfois envenimées, mais très souvent aussi à des gestes de réconciliation très importants autour d'un texte. Donc je pense qu'évidemment, moi j'en suis convaincu, j'espère que vous l'êtes aussi, la littérature a ce pouvoir énorme. Et c'est bien la raison pour laquelle
l'ensemble des pouvoirs totalitaires qui nous environnent tentent de la faire taire. C'est pas pour rien. Souvent on dit oh la culture on la rejette de côté. Vous voyez à quoi s'attaquent en premier, bien sûr, ces dictateurs contemporains. Évidemment la culture est au livre. En tous les cas, sans parler de ça, je vais présenter rapidement, dans le temps qui me reste, quelques œuvres emblématiques que nous avons publiées, que je présente par ordre chronologique d'écriture. Ce qui va nous donner aussi quelques visages du Nord tels qu'ils apparaissent dans cette littérature singulière. Donc un paysage, on va dire, quotidien, presque de l'ordre du banal. Ça peut être aussi un Nord initiatique, un Nord spirituel et un Nord mémoriel. Donc je vais faire une sorte de description rapide de quelques textes et puis on pourra ensuite évidemment en parler plus largement. Le premier auquel j'ai pensé s'intitule Sanark. Alors Sanark, c'est une autrice qui l'a écrit, qui s'appelle Mitiarjuk Napalauk, et c'est tout simplement la première fiction écrite en langue autochtone du Canada. Elle a été écrite en 1953. Alors vous avez, je crois, oui, je le vois moi aussi, j'ai un retour. Vous avez la première de couverture du roman. Ça me permet juste de faire une incise. L'ensemble des œuvres sont illustrées par un artiste vendéen qui donc n'a rien du tout n'a aucun point commun avec l'univers autochtone en général. Il s'appelle Olivier Mazoué. Là, c'est le seul roman auquel il n'a pas contribué, qui est en réalité, on a choisi tout simplement une photo de Mitiarjuk prise en 1966 dans son igloo. Elle est en cours d'ailleurs, quand elle est en 66, on est encore en cours de rédaction de ce roman, Sanark, qu'elle commence à écrire en 1953. Et cette photo a été prise par le traducteur de ce texte, Bernard Salada d'Anglure, et qui est en fait le premier à l'avoir aidé, Mitiarjuk Napalauk, qui était une analphabète au sens premier du terme, mais évidemment, j'ai envie de dire, parce qu'on était au moment où la langue inuit, l'inuktitut, était en train de se mettre en forme, sa grammaire n'était encore pas écrite, donc elle est analphabète dans le sens où elle ne maîtrise pas les rudiments d'une langue qui n'est pas encore écrite, mais aussi c'est quelqu'un qui pourtant avait une vision de son environnement extrêmement forte, une grande analyse, un grand sens de l'observation, et qui seul, un jour, dans son igloo, parce que là, il s'agissait d'un igloo, pas seulement de hutte d'hivernage, elle a choisi d'utiliser une forme que les Occidentaux connaissent, mais qu'elle ne connaissait pas, à savoir le roman. Elle a mis en scène un personnage féminin appelé Sanark, donc c'est largement autobiographique, c'est Mitiarjuk elle-même, bien sûr, mais ce personnage féminin, il va lui arriver, on va parler de son quotidien, il va lui arriver quelques aventures. Et c'est un geste extrêmement important, un geste fondateur pour la culture inuite, qu'on pourrait associer, que certains d'ailleurs analystes ont associé à des épopées fondatrices pour la culture occidentale, comme l'Iliade ou l'Odyssée. On est à ce point parce qu'effectivement, on pose un geste tout à fait nouveau, disrupteur, pour utiliser ce vocabulaire-là, par rapport à une tradition culturelle. Auparavant, les Inuits, comme beaucoup de peuples autochtones, n'ont pas besoin, tout simplement, n'ont pas besoin de la forme de la fiction. Ils ont des mythes, ils ont les récits des ancêtres dont ils se servent pour parler d'eux, parler de leur environnement, ou parce qu'ils ont envie de transmettre des savoirs et des connaissances. Et c'est ça qu'on appelle la littérature orale. Effectivement, l'idée, finalement, d'inventer un personnage à qui il arrive des aventures est tout à fait incongrue. Et pourtant, en 53, cette jeune femme, à l'époque, fait ce premier geste-là. Alors, pour aller quand même un petit peu plus loin, il se peut qu'elle ait été aidée là-dedans, dans cette entreprise, ou en tout cas que peut-être à l'origine, il y ait des conversations qu'elle a eues avec les pères missionnaires, qui sont à l'époque des Français, qui sont là-bas, dans le Nunavik, qui est une des parties du territoire québécois, en fait, situé dans le Grand Nord, au-delà du 55e parallèle. Et en fait, c'est à cette occasion d'ailleurs que Bernard Salada d'Anglure va la rencontrer et va l'aider à mettre en forme finalement ce premier texte. Alors là aussi, pour juste donner des dates, des jalons, 1953, elle commence l'écriture. La première traduction qu'on a, une traduction libre, elle est dans la thèse de Bernard Salada d'Anglure et en 72. Il faudra attendre 1983 pour qu'on ait un premier contrat d'édition, mais en réalité, ce texte va arriver véritablement dans les mains du public dans les années 2000 au Canada, dans une maison d'édition qui s'appelle Stankey. Et ce qui m'intéresse quand je vous donne ces précisions, c'est parce que aujourd'hui, ce livre-là, Sanark, est propriété exclusive de Bernard Salada d'Anglure et des Paysages. Ça veut dire que nous avons, chez les Paysages, les droits mondiaux sur ce qui est un monument du matrimoine canadien. Et ça dit des choses aussi, sans doute, sur la relation que peuvent encore avoir aujourd'hui les Canadiens avec ce
patrimoine, ce matrimoine-là. Et c'était effectivement le résultat d'une conversation que j'avais eue avec la représentante d'une grande maison d'édition qui un jour m'avait appelé courroucé en me disant mais en gros, mais comment ça se fait que vous avez Sanark? Je lui avais dit, comment ça se fait que vous ne l'aviez pas? Pourquoi vous ne l'avez pas, vous, ce texte-là? Parce que effectivement, c'est un texte fondateur qu'on retrouve dans l'encyclopédie du Canada, etc. Donc ça dit des choses sur cette relation et sur cette forme d'invisibilisation encore et toujours des cultures autochtones. En tous les cas, dans Sanark, on découvre justement un Nord très intime, qui est centré sur le quotidien d'une femme inuite et de sa famille. Faut pas s'attendre à une intrigue échevelée, pas du tout. C'est un récit largement autobiographique et dans ce récit, l'Arctique devient le théâtre du quotidien, où s'entrelace la rudesse de l'environnement, la légèreté d'un humour aussi très très présent, qui est subtil, mais qui est là tout au long du récit. Et en fait, Sanark nous montre comment l'imaginaire est aussi fait, l'imaginaire du Nord, pardon, est aussi fait d'humour, d'amour, de résilience. Il y a des scènes extrêmement simples, comme la préparation du repas, des jeux des enfants, des échanges assez drôles, humoristiques entre les voisins, ou aussi lorsqu'elle chasse l'un de ses maris, qui est pas justement une chasse de l'igloo parce qu'il est pas bon chasseur, il ramène pas à manger, c'est une femme de tête, Sanark, et je pense que Mikarjouk l'était également. Et en fait, tout ce texte fait émerger une humanité profonde, authentique, et qui rompt justement avec d'autres représentations, parfois dramatiques, qui nous ont été amenées par d'autres, je pense notamment au récit d'Amundsen, par exemple, des récits dramatiques ou héroïques du Nord. On a par exemple quelque chose de très simple lorsque Sanark prépare la peau de phoque, ou que ses enfants, par exemple, imitent la chasse, des moments de tendresse familiale, qui donnent vie évidemment à une chaleur humaine au cœur de l'Arctique à laquelle on n'est pas forcément habitué. Donc c'est un texte qui est apparu chez nous en 2022 dans une traduction qui a été entièrement révisée par Bernard Saladin d'Anglure, qui avait à l'époque 84 ans, je crois, mais qui était évidemment qui avait conservé toute son acuité. C'était l'un de nos plus grands connaisseurs de l'Arctique et qui est malheureusement décédé le mois dernier à Toulouse. Alors évidemment, je lui dédie aussi un petit peu cette conférence. Et malheureusement, il est beaucoup moins connu que son autre collègue qui s'appelait Jean Mallory. Mais pourtant, Bernard a passé une cinquantaine de sa vie en Arctique. Il n'y a pas fait que des séjours d'une semaine, il y a vraiment vécu au quotidien. Et donc, ça fait de lui un connaisseur hors pair de cette culture-là. Et si vous tombez sur un de ses livres, notamment lorsqu'il a conceptualisé le troisième genre social, donc bien avant qu'on ait tous les débats sur le genre, et le fait que les Inuits reconnaissent finalement un autre genre que celui de leur genre masculin et féminin. Si vous tombez sur ces livres-là, n'hésitez pas, effectivement, sur ceux de Bernard Saladin d'Anglure. À noter aussi, j'en profite, qu'en mai prochain va ouvrir un centre culturel et communautaire en plein cœur de Montréal qui va s'appeler justement Sanark, et dont la bibliothèque fera notamment la part belle aux littératures autochtones d'Amérique du Nord. Donc ça, c'était important pour vous le dire. Le deuxième livre, on va aller un petit peu plus vite, je vois l'heure qui tourne. Le deuxième livre, c'est Kamik, chasseur au harpon, qui est pour le coup une épopée initiatique. Et là, vous retrouverez la couverture faite par Olivier Nazoué, dont je souligne juste un aspect, c'est que l'ensemble des auteurs et des autrices vivants et vivantes avec qui nous sommes en communication lorsqu'il s'agit de faire une couverture ont à chaque fois été extrêmement étonnés de l'univers finalement d'Olivier Mazoué. Plusieurs fois, on m'a même demandé finalement de quelle nation il était, parce que beaucoup d'auteurs et d'autrices l'ont pensé autochtone du Canada. Pas du tout, mais comme quoi là aussi l'art est un langage sans doute universel. On avait fait d'ailleurs une exposition de ses œuvres à Cosmopolis à Nantes. Donc Kamik, c'est un roman. C'est le premier roman autochtone publié au Canada. Vous allez me dire, mais Sanark a été écrit en 53. Marcusi Patsuk a écrit son livre dans les années 60, donc après celui de Sanark. Pour autant, il a été le premier roman publié au Canada. On est en 1970. Là encore, ça vous donne des choses au niveau des jalons chronologiques. Donc ce roman-là nous plonge immédiatement, très rapidement, presque brutalement, dans une quête initiatique, dramatique et assez révélatrice des réalités du Nord. Dans cette œuvre-là, le Nord est davantage un lieu d'épreuve, un lieu d'apprentissage, où l'individu est confronté à des forces de la nature, des forces souvent incommensurables, mais aussi où il éprouve, à travers ses aventures, des fondements sociaux et spirituels de sa communauté. Et justement, Marcusi Patsuk va dépeindre un Nord sauvage, mais profondément humain, où seuls les liens familiaux et communautaires permettent de survivre. Kamik, par exemple, doit affronter la mort à plusieurs reprises, le froid extrême, la solitude. C'est une façon
pour lui et sa communauté, de devenir pleinement adulte. C'est sa façon aussi, un passage obligé pour être reconnu par sa communauté. Et ça symbolise aussi, ce texte-là, je pense, un lien très étroit entre l'individu et son environnement naturel. Par exemple, lorsque Camille poursuit un ours polaire dans une lutte qui s'avère mortelle, il doit mobiliser toutes les connaissances ancestrales pour survivre, montrant ainsi évidemment qu'il a un lien très profond et un profond respect, une symbiose avec l'environnement et un profond respect pour la connaissance de ses pères et de ses mères. Cette épopée apparue en 2020 en France dans une traduction de Valérie Hénitiuk et Marc-Antoine Mailleux. Marc-Antoine Mailleux, c'est l'un de nos spécialistes français de l'Inuktitut, qui est la langue des Inuits. Il enseigne à l'INALCO à Paris et c'est effectivement, maintenant on peut dire l'un des héritiers de Bernard Salada-Bangur et l'un de nos meilleurs connaisseurs et qui me disait récemment, lorsque je l'interrogeais sur le peu de titres qui existent de littérature inuite, me disait qu'il suffisait en fait de chercher, que peut-être que jusqu'à présent on n'avait pas fait, mais qu'effectivement nous en tout cas des paysages on se tiendra à ses côtés pour pouvoir vous les offrir ces textes-là dès lors qu'ils seront sortis un petit peu des archives, qui sont très largement encore dans les carnets des missionnaires, hein, en tout cas dans les archives des différentes congrégations. Un troisième texte qui me semblait important aussi à vous présenter rapidement s'intitule Les Beothuk. L'un des titres originaux était la saga des Beothuk. Là, il s'agit davantage d'un Nord qui a disparu. L'auteur s'appelle Bernard Assinioui. Il est d'origine canadienne-française. Oui. Excusez-moi. Excusez-moi, vraiment. Il reste pas beaucoup de temps et oui. Il faut qu'on ait le temps de donner la parole à la salle aussi. Comme je sais qu'il y a encore 3 autres ouvrages. On va aller très vite sur les 2 derniers. Oui. Merci. Donc d'autant plus que voilà les Beothuk, là c'est plutôt une grande épopée, une grande fresque historique qui s'étend de l'an 1000 au premier tiers du XIXe siècle et qui nous parle d'un peuple qui a complètement disparu et qui habitait le territoire de Terre-Neuve. Et c'est un texte qui avait reçu un prix littéraire à sa sortie en 97 chez Actes Sud et qu'on a souhaité en fait republier parce que justement il nous parlait de la dépossession territoriale, d'extermination. Après il y avait à mon avis 2 choses qui me semblaient importantes. C'était Le baiser de la Reine Blanche chez Thomson Highway, qui est paru chez nous en 2022 parce que c'est l'un des textes considérés comme les 25 plus importants romans de tous les temps au Canada et qui nous parle là aussi d'un Nord dont l'imaginaire en fait résiste grâce à l'ironie, au rêve, à l'art, notamment à travers la musique. Donc c'est confrontation entre l'imaginaire du Nord tel qu'on peut l'avoir nous en tête, mais les réalités aussi coloniales. Et effectivement, ça donne une sorte de texte assez mixte, assez étonnant, qui est très incarné par ce qu'on appelle aujourd'hui le réalisme magique. Et Thomson Highway nous en a fait un deuxième qui paraîtra au mois de mai, qui s'appelle Éternel émerveillement, grandir au pays de la neige et du ciel infini, où là où il revient sur toute son enfance dans les vastes territoires du Nord et qui nourrissent là pour le coup complètement cet imaginaire qu'on a avec l'identité évidemment glacée, des animaux qu'on convoque habituellement. Et enfin, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'était un texte qui est très important pour nous, qui s'appelle Ours bleu, de Virginia Pesce-Matteo-Bordelot, où là, on a davantage un Nord spirituel, mystique, réparateur, où il est question aussi de reconnexion avec ses ancêtres, un espace de guérison intérieure. C'est aussi un Nord géographique qui est différent parce que c'est celui des VIU, donc on est au niveau de la baie de Gênes. Parce que là, c'est peut-être un peu la limite de ce que je vous ai dit, c'est qu'effectivement, il aurait peut-être fallu sur une carte pour représenter un petit peu mieux les Nords dont il est question, et on peut parler de Nord au pluriel, effectivement, à travers ces littératures-là. Donc, juste pour conclure, je dirais qu'évidemment, explorer l'imaginaire du Nord à travers ces textes-là, c'est redécouvrir tout simplement un territoire vivant, profondément, assez loin des clichés. C'est aussi comprendre que protéger le Nord, ça ne se limite pas à préserver un environnement naturel. Mais ça implique évidemment de préserver aussi une diversité culturelle, des langues et des imaginaires. Et ces imaginaires, on peut les atteindre à travers cette littérature qu'on vous propose dans cette collection. Désolé pour le temps, et j'ai dû accélérer à la fin, mais bien sûr, moi je continue de rester en contact avec les lecteurs et lectrices qui le veulent à travers notre site web et dans les différents festivals où nous sommes. Merci. Merci.